Hey les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, la vidéo Mercato que vous attendez tous. Alors, il n'y a pas que du Mercato aujourd'hui puisque bientôt la Ligue 1. Et oui, la Ligue 1 dans 2 jours, même pas, dans un jour pour nous. Aujourd'hui, donc c'est la reprise pour un autre club, mais on va pas en parler. Et demain, c'est pour l'OM. On va jouer du côté de Brest. D'ailleurs, on va voir un petit peu les absences du côté de l'OM. Il y a 2 absents, vous le savez très bien, je pense, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité. On va en parler, on va faire notre compo. On va faire plutôt la compo de l'équipe qui nous a fait sa compo probable. Et on va voir sur le mercato sur le côté ailier gauche. Parce que pour l'instant, c'est vraiment le dossier qui nous intéresse avant tout. On y va tout de suite, les amis. Tout d'abord, le petit soutien de la chaîne, comme d'habitude. On commence. Et ça va être une courte vidéo. Hier, c'était 1 heure. Ça ne va pas dépasser la demi-heure, je pense. Voilà. Je me lance et je dis que c'est moins d'une demi-heure. On y va? Allez, j'ai traîné sur l'intro, mais ça ne durera pas quand même une demi-heure. On y va. Let's go. Et tout d'abord, quoi? On commence par un changement d'horaire pour la conférence de presse de tout à l'heure, parce que là, à l'heure qu'il est, c'est tout à l'heure. Il n'est pas 5h30, il est plutôt 3h22. D'ailleurs, tiens, je vais ouvrir l'horaire pour que vous voyez un petit peu quelle heure je fais la vidéo. Ici, ça va tomber. Donc, la conférence de presse ne sera pas à midi 30, pardon, excusez-moi, midi 30. Elle sera plutôt à midi. Voilà, on avance d'une demi-heure et moi je commencerai à 11h30 sur Twitch. Ceux qui veulent me voir, ceux qui veulent passer la conférence de presse avec moi pour la première conférence de presse d'avant-match de Roberto De Zerbi, qui est avec le capitaine, donc Léo Balerdi. Donc ça va parler français d'un côté avec Léo Balerdi et italien. Je crois qu'il parlait italien sur sa conférence de presse de présentation. Je me souviens plus s'il parlait italien ou anglais De Zerbi. En tout cas, il parlera l'une des deux langues. Et j'espère qu'on passera un bon moment. C'est sur Twitch à partir de 11h30. On fera un petit récap sur le mercato pendant une petite demi-heure. C'est très rapide parce que vu l'actualité, elle n'est pas très énorme. Et ça sera très rapide. Allez, on y va, let's go. Sur autre chose, les amis, sur le match, justement, on parlait de Brest-OM. Et nous avons l'arbitrage. C'est monsieur Benoît Bastien qui sera l'arbitre principal. Regardez les stats que je vous ai mis. C'est un arbitre qui a des stats assez mauvaises. C'est plus que négatif, comme je le dis. 8 victoires à peine en 37 rencontres. C'est la 38e rencontre qui va arbitrer du côté de l'OM. 11 matchs nuls et 18 défaites. 18, c'est pas 17, c'est 18. 73 cartons jaunes pour l'OM, 63 pour les adversaires, 5 cartons rouges et 4 cartons rouges pour les adversaires. Bon, pour les cartons, c'est à peu près équilibré, mis à part les jaunes. Par contre, 5 défaites consécutives. 5 défaites consécutives en championnat avec cet arbitre-là. Et une défaite, on va dire, on la comptabilise comme une défaite, puisque on a perdu finalement au bout du compte, c'est au pénalty. Mais c'était un match nul, si on regarde bien au temps réglementaire dans les prolongations. Contre Annecy, c'était cet arbitre-là. Donc Benoît Bastien qui nous porte peut-être la guigne. 5 défaites consécutives et le match face à Annecy. Donc ça fait 6 revers de suite. Avec Benoît Bastien. J'espère que ça se passera mieux. C'est un gros morceau quand même quand on commence le championnat parce que Brest, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions cette année quand même. Faut pas se tromper, même s'ils ont perdu pas mal de joueurs. Mais c'est une belle équipe qui a gardé le même coach et qui, même en match de prépa, fait un match de contre la Juve, si je me trompe pas, et a fait quelques résultats, je sais plus lesquels, mais en tout cas, ça va être un match assez compliqué pour la reprise, même si je suis assez confiant. Allez, on partira sur le pronostic demain, parce que là, aujourd'hui, on part un petit peu sur le mercato. Avant de partir sur le mercato, Amin Harit n'est pas considéré comme un titulaire indiscutable par De Zerbi, malgré une utilisation importante lors des matchs de prépa. On l'avait vu, il a joué pratiquement toutes les rencontres, si je ne me trompe pas, même peut-être toutes les rencontres. Il a marqué 2 buts sur penalty, 2 passes décisives, je vous en ai parlé. Mais je vous ai parlé toujours de ces petits soucis qui gardaient un petit peu trop le ballon, qui perdaient un petit peu de temps. Voilà, donc et le fait qu'il perde du temps, à mon avis, c'est rédhibitoire pour De Zerbi, son idée de jeu. Voilà, donc certains vont dire logique qu'il le voit comme un super sub. Peut-être, je ne suis pas sûr en tout cas. C'est plus le même joueur depuis sa grosse blessure, comme le dit Cartagino. Peut-être aussi, on peut le penser, par rapport à sa blessure face à Monaco. Est-ce qu'il a perdu un petit peu de l'influx et du niveau? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est par rapport à sa blessure ou c'est juste par rapport à son style de joueur? Moi, je vous dirais, c'est un peu des deux. Son style de joueur qui ne convient peut-être pas au style que veut instaurer du côté de De Zerbi. Allez, on enchaîne avec la composition d'équipe, les amis. Et la compo, elle est là. La compo probable de l'équipe. Vous voyez en gros, en rouge, j'ai marqué l'équipe. Brest, Marseille. Il n'y a que la compo de l'OM, bien sûr. Avec le gardien, ça sera Rulli, selon l'équipe. Avec Merlin à gauche. Cornelius. Cornelius, pourquoi? Parce qu'il remplace Brassier, qui est suspendu. Balerdi en capitaine. Murillo à droite. Højbjerg avec Koné en milieu de terrain. Pas de Konobia parce qu'il est suspendu aussi. Voilà, c'est marqué en haut dans le descriptif. Et après, au milieu de terrain, il nous a mis Carboni en concurrence avec Harit, mais il a mis plus, du côté de l'équipe, ils ont mis Carboni en premier ou Amin Harit.
et comme Amin est considéré comme pas rentrant dans les plans, alors j'ai mis Carboni ou Harit qui sera probablement en second choix. Derrière, sur le côté droit, bien sûr, Mason Greenwood, on l'attend tous. Luis Enrique, pour l'instant, qui n'a pas de concurrent sur le côté gauche. Et Eli Wahi. Eli Wahi qui s'est dit prêt. Voilà, pendant la conférence de presse, il a dit je suis prêt, j'ai fait ma prépa avec Lens, donc j'ai fait quelques minutes de jeu. Alors pourquoi pas commencer directement samedi face à Brest. Voilà la composition d'équipe, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est belle cette équipe? Ou alors est-ce que vous aurez préféré voir d'autres joueurs qui sont disponibles? Je ne parle pas de Brassier qui est suspendu, je ne parle pas de Kondogbia qui est suspendu. N'hésitez pas à me dire si vous aurez préféré voir un Amin Harit, voir un, je sais pas moi, qui c'est qu'on pourrait mettre. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Meïté, pourquoi pas en défense? Ou alors Delange au gardien? Moi, j'aurais bien aimé voir Delange sur un match entier. Voilà, donc là, je vous avais dit la dernière fois, ça va se batailler entre les deux. Là, ils nous ont mis Rouli du côté de l'équipe. Peut-être que ce sera Rouli, peut-être que ce sera Delange. Voilà, c'est De Zerbi qui choisira. Voilà les amis, pour la première compo probable de l'équipe, de notre équipe, du 11 de l'OM pour demain. Concernant demain, il y a bien sûr les supporters qui se déplaceront. À combien se déplaceront-ils selon Belle OM? Alors, n'oublions pas avec les informations qui sortent de ce compte. Certes, tu me suis, Belle OM, si tu regardes la vidéo. Mais attention, la dernière fois, tu t'es un petit peu trompé sur les agents d'Nketia et là. Là, tu nous donnes une information sur 600 supporters de l'OM qui se déplaceraient du côté du parcage de Brest. C'est le maximum, je crois, qu'on peut déplacer. Donc, c'est plutôt logique qu'on atteigne le maximum de chiffres. Voilà, donc environ entre 500 et 600. Bon, 600, je reste à 600, je suis bête, pourquoi je dis 500. 600 supporters du côté de Brest et force à eux, les amis. Donc, on espère qu'on va gagner le premier match, au moins qu'ils ne soient pas déplacés pour rien. Allez, on enchaîne maintenant avec les informations actu et après, juste après, Mercato. Vous vous souvenez de Ryan Hassan qui nous avait fait quoi? Qui nous avait dit bon anniversaire à Chancel Mbemba avec un petit cousin. Il avait été mis à pied, je vous en ai parlé. Derrière, il y a eu ça. Ce message d'excuse du côté de son Instagram. Je me permets de vous adresser un petit message, nous dit Ryan, pour réagir aux informations qui circulent sur mon sujet. J'ai en effet été mis à pied à titre conservatoire par l'Olympique de Marseille, suite à une story Instagram où je souhaitais l'anniversaire à un coéquipier, Chancel Mbemba. Je tiens à clarifier qu'à aucun moment je n'ai souhaité causer du tort à mon club et à ma direction. Il s'agissait d'un simple message d'anniversaire, comme j'ai l'habitude de le faire avec d'autres coéquipiers. Si j'ai pu blesser quelqu'un, je m'en excuse, mais sachez que cela n'a jamais été mon intention. Bonne journée à tous, Ryan Hassan. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il a dû se faire taper sur les doigts et derrière, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y aura pas de sanctions financières ici et là. Il ne sera pas viré directement. Il lui reste qu'un an de contrat, si je ne me trompe pas, ou un an, je crois. Mais par contre, il y a un sujet qui a été rajouté par la Provence. Regardez bien, je vous le remets. Hop. L'OM n'est pas ravi du comportement de l'espoir du joueur Ryan Hassan, qui laisse à désirer selon une source à la commanderie. Et plusieurs griefs, donc plusieurs problèmes qu'on peut mettre sur son dossier, figurent dans le courrier de sa mise à pied, qui a été acté. Une insulte envers un équipier, un retard ou le refus d'exécuter l'ordre du préparateur physique, selon la Provence. Donc ça fait quand même beaucoup de problèmes pour un jeune qui veut pourquoi pas se montrer du côté du club. Là, à mon avis, c'est rédhibitoire pour le club. En ce moment, ils essayent d'être sérieux. Donc là, si tu fais un problème, deux problèmes, trois problèmes, et en plus, derrière, tu rajoutes un petit pic, une petite goutte dans le vase du cousin, là, je trouve que c'est trop. Voilà, la goutte a fait déborder le vase. C'est certes pas beaucoup de dire cousin quand tu fais un bon anniversaire, mais là, si c'est vraiment le cas, ces petits problèmes-là que relaye la Provence, je suis d'accord quand même que tu reçois un petit tape sur les mains. Après, te virer, non, je suis d'accord. Je suis d'accord pour pas te virer. Derrière, il y a eu la suite aussi. Ce mercredi, il a d'ailleurs été reçu par le service ressources humaines de l'OM. Petite précision aussi, qui peut être utile, le milieu de terrain offensif qui a signé un contrat pro en juillet 2022 n'entre plus dans les plans du club et il s'entraînait cet été en marge de la réserve. Donc il s'entraînait à part, donc il ne rentre plus dans les plans. Je pense que tout doucement, jusqu'à la fin de saison, il va s'entraîner comme cela et il va partir tout doucement de son côté. Donc Ryan, si tu me regardes, bonne chance à toi pour la suite de sa carrière. Abonne-toi, like, partage. Allez, j'enchaîne les amis, et on enchaîne avec quoi? On enchaîne avec le message d'adieu. Le message d'adieu de Paul Lopez qui déchire un petit peu le cœur. Voilà, Paul Lopez, certes, en tant que gardien, niveau de gardien, il a des lacunes, oui, bien sûr, on l'a dit, je l'ai dit, beaucoup l'ont dit, les critiques, c'est normal, sont argumentées. Mais derrière, c'était une belle personne. Franchement, c'était une belle personne, on le voit. Il n'a jamais été au-delà de tout, je veux dire, à poser des problèmes, que ce soit par le caractère ou autre chose. Il a toujours été là
pour parler au micro quand ça allait mal. J'en ai parlé d'ailleurs dans dans ma petite réaction. Et là, il nous dit quoi du côté d'Instagram? Je vous lis tout son message d'adieu. Bonjour, chère famille marseillaise. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous dire au revoir, nous dit Paul Lopez. C'est la fin des 3 années qui ont sans doute été les plus belles de ma vie. J'ai eu la chance de vivre des moments magiques et j'ai pris plaisir à porter le maillot de l'Olympique de Marseille. J'ai toujours essayé de respecter les valeurs du club. Vous m'avez donné l'opportunité de jouer la Ligue des Champions, un rêve que j'avais quand j'étais petit. Merci pour toutes les marques d'affection que j'ai reçues durant toutes ces années. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Par contre, il dit on lui a fait jouer la Ligue des Champions, mais c'est pas terminé. Tu vas la jouer en plus, Paul Lopez, cette année avec Girone. Bravo à toi. Je tiens tout particulièrement à remercier le président Pablo Longoria pour l'opportunité qu'il m'a donnée il y a 3 ans et pour la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette période. Merci à tous les coachs qui sont passés par le club durant mon passage. Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso et Gasset. Il a même oublié Pancho Abardonado. Je suis désolé, mais tu l'as oublié. Et tu as même oublié Roberto De Zerbi. Tu aurais pu le féliciter. Et tu n'as pas beaucoup joué avec lui, c'est sûr. J'en étais où? J'ai appris beaucoup de choses auprès d'eux et ils m'ont toujours traité avec beaucoup de respect et d'affection. À tous mes coéquipiers avec qui j'ai eu la chance de partager un vestiaire et aux innombrables bonnes personnes qui travaillent au club et nous facilitent énormément la vie. Je ne peux pas oublier ma petite famille, les gardiens, Steve, Ruben, Simon, Alex et John. Je n'ai jamais eu autant de plaisir à m'entraîner. Merci pour le respect que vous m'avez témoigné et toute l'aide que vous m'avez apportée. Et oui, parce qu'il y a des problèmes, on s'en souvient, mental ici et là. On va en parler juste après, mais là, on n'en parle pas. Je finis son message. Et je finis avec vous, les supporters, ceux qui ont toujours soutenu, soutiennent et soutiendront toujours l'OM. Merci de m'avoir fait sentir privilégié à chaque fois que j'ai joué au Vélodrome. Une nouvelle étape passionnante commence pour vous tous, avec un grand entraîneur et de nombreux visages, nouveaux visages, qui ont très envie de faire de grandes choses au club. Je vous souhaite toute la chance du monde, où que je sois, je serai l'un des vôtres. À bientôt les amis, allez l'OM! Voilà le message d'adieu de Paul Lopez. Et je trouve qu'il est franchement bien écrit. Alors, je ne sais pas si c'est son CM ou alors plutôt lui. Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est Paul Lopez qui l'a écrit ou son community manager? Donnez-moi votre avis sur cela. Allez, j'enchaîne et je vous donne mon avis dessus. Voilà, vite fait, bien fait. Bye Paul Lopez. Je vais simplement lui souhaiter le meilleur pour la suite dans sa carrière footballistique et dans sa vie professionnelle, ou personnelle plutôt. Lui qui a eu des hauts et des bas dans sa vie, que ce soit professionnel et personnel, par rapport à ses problèmes mentaux. Il a toujours été présent au micro quand on faisait appel à lui, même en après-match, lors des échecs. Vous vous en souvenez? À chaque fois qu'on perdait, il était souvent là à répondre au micro et c'était souvent lui qui disait les bonnes choses. Je trouve qu'il ne s'est jamais caché pour ça. Ça, on peut le féliciter pour ça. Même s'il n'avait pas le niveau pour le gardien qu'on réclamait du côté de l'OM, on peut le féliciter pour ça. Donc, féliciter Paul Lopez. Voilà, il est parti maintenant. Enfin, il va partir. C'est pratiquement fait. Alors, je ne sais pas, je crois que Fabrizio Romano nous a dit que c'était fait. Alors, attendez, justement, on va aller chez Fabrizio Romano avant d'être sûr ou pas. Parce que je crois que quelqu'un a relié qu'il avait dit qu'il avait signé. Alors, je vais aller voir, hein. Fabrizio Romano, non, ça n'existe pas. Romano, non, Romano, voilà. Fabrizio Romano, oh, il y en a tellement, hein, des fakes. On regarde vite fait, voilà, et après on part directement sur la suite de l'information parce qu'il y a une nouvelle rumeur sur un ailier gauche. Attendez de voir. C'est pas que Rowe, c'est pas que l'orienté, c'est un autre joueur encore. Alors je continue, et j'en ai parlé en plus à certaines personnes. Allez, je descends pour voir s'il n'y a pas Paul Lopez. Il y a 3 heures, il y a 4 heures. 4 heures, 4 heures, je descends un petit peu, tac, 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 19 juillet, non, ah non, c'est trop vieux, ça, 5 heures, je descends, j'ai pas l'impression, hein, j'ai pas l'impression. Bon, de toute façon, ça va se faire dans les prochaines heures. Là, peut-être qu'il a dit là-dedans, Kadioglu, Manchester, Marmardiashvili, négociation avec Liverpool, je crois, Griezmann, Griezmann, c'est Griezmann ça? Liverpool? Non. C'est ça? Je sais pas. À moins que je me trompe. Ou Los Angeles, peut-être. Paris, on s'en fout. Kylian Phillips, un blondinet, je sais pas qui c'est. Ah, là, c'est bon. C'est marqué là. Il a signé. Alors, je vous le traduis. Hop, je le mets en français. Traduction en français. Bam, bam, bam. Traduit toute la page. Et voilà. Paul Lopez a signé comme nouveau joueur de Girone dans le cadre d'un prêt de l'Olympique de Marseille. Ça n'a pas été annoncé officiellement par le club de l'OM. Donc, c'est pour ça, je voulais être sûr. Avec Fabrizio Romano, j'ai vu quelqu'un le relayer. Donc, on est sûr qu'il a signé. Bonne chance, comme il dit Van Team, c'est un supporter de l'OM. Bonne chance à toi, Pau. Allez, on enchaîne maintenant avec un autre joueur. Je dis ça pour Pau parce que quand même, il a joué 3 saisons chez nous. Il faut féliciter quand même les joueurs qui sont restés 3 ans chez nous. Allez, Jonathan Rowe est toujours convoité par l'OM. Les discussions ont été un peu plus fructueuses cette semaine. Bon, c'est assez vague.
On va dire qu'on continue à négocier. Là, il y a eu 2 offres qui ont été refusées du côté du club anglais de Norwich. Ils réclament environ entre 15... Au début, c'était 17 millions. Et après, ils sont descendus à 15. Je ne sais pas, certains parlaient de 12, mais c'est ce qu'on avait proposé plus ou moins sur la deuxième offre. Donc, je vais rester sur 15 millions d'euros. C'est ce qu'ils réclament du côté de Norwich. Moi, je reste sur ça. Voilà, sur le concret que j'ai vu dans les informations des gros comptes. Donc, 15 millions, c'est ce qu'ils réclament. On a proposé 12 millions, ça a été refusé. On en reste à là. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres offres, à moins que je me trompe. Voilà, 2 offres qui ont été refusées du côté dans l'Angleterre. Peut-être qu'on va négocier maintenant pour un prêt avec option d'achat, peut-être obligatoire ou ci ou là. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait, ce n'est pas ficelé de ce que j'ai vu dans tout ce que j'ai cherché. Voilà pour Jonathan Rowe. Et on enchaîne justement avec probablement le plan B de Jonathan Rowe. C'est lui. Armand Lorienté, je vous en ai parlé. Depuis 2 jours, j'en parle. Certains en parlent depuis 15 jours. Moi, j'en parle depuis 2-3 jours même. Lorienté. Voilà, Lorienté qui était dans les anciennes rumeurs, mais on n'en parlait plus. Armand Lorienté est une demande de Roberto De Zerbi. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre De Zerbi veut Lorienté. Et bien, c'est ce qu'il veut, puisqu'il le demande. C'est dans ses demandes. Il dit je veux Lorienté, pourquoi pas. Voilà. Lorienté fait partie des demandes de Roberto De Zerbi pour jouer ailier gauche. L'OM a déjà proposé une offre de 12 millions d'euros plus des bonus. Je ne sais pas combien ça atteint, mais on peut dire, allez, 1 million de plus, 2 millions de plus, donc 13 ou 14 millions ou 15 millions peut-être maximum. Du côté de Sassuolo, ils en demandent 16 millions d'euros quand même, plus 2 millions de bonus. Ça fait 18 millions d'euros. Je trouve que c'est quand même assez excessif. Ça va peut-être baisser. Alors, si c'est comme du domaine d'euros, ça devrait négocier et pourquoi pas, ça pourrait se faire. Négociation toujours en cours, selon Alfredo Pedula. Voilà où nous en sommes. Et je ne sais pas lequel vous préférez. Je vous ai déjà demandé cette question-là. Donnez-moi votre avis. Certains me l'ont déjà dit, mais j'ai envie que vous me répondez encore une fois. Lequel vous préférez entre Lorienté et Jonathan Rowe? Lorienté a des avantages, c'est qu'il connaît la Ligue 1. Il parle français. Il a cet avantage-là. Après, peut-être qu'en point de vue qualité, il y a peut-être un plus de progrès à faire du côté de Jonathan Rowe, qui est beaucoup plus jeune, il n'a que 21 ans, plutôt qu'un Lorienté. Est-ce qu'il n'a pas atteint son plafond de verre? Je ne sais pas. Pour l'instant, il joue en Serie A. C'est un championnat quand même de très haut niveau, plus haut que celui de la Ligue 1. Il a réussi en Serie A, il s'est imposé du côté de Sassuolo. Il fait partie des meilleurs joueurs du côté de Sassuolo. Il a des stats quand même, on va aller voir quand même sur ses dernières saisons. Du côté de Jonathan Rowe, c'est en Championship qu'il joue, les amis. Attention les joueurs de Championships. Voilà, je rajoute un S pour faire un petit peu la... Voilà, vous en souvenez, la Championships avec Iliman Ndiaye, hein? Donc là, on a recruté un joueur de Championships. Certes, Ismaël Koné, qui a l'air d'être plutôt pas mal. Mais Ismaël Koné, il n'y avait pas que lui qu'on a recruté dans Championships. Il y a Iliman Ndiaye, je reviens sur lui. Donc les joueurs offensifs qui viennent de Championships, attention les amis, qu'on ne paye pas trop cher non plus pour avoir le même problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, si on doit partir sur les 2 joueurs, j'ai plus de garanties point de vue Lorienté, même si je peux me tromper. Voilà, je peux me tromper. Chacun peut se tromper. Chacun a un avis différent. Faut pas me dire, qui tu racontes, tu connais rien. Le mec, il va me dire ça. Je sais qu'il y en a certains qui disent ça parce que l'autre, il joue en Angleterre. L'autre, il a un beau nom. L'autre, il est peut-être un peu plus de style. Tu l'as jamais vu jouer. Certains vont me dire ça, j'en suis sûr. Il a jamais vu jouer Jonathan Rowe. Moi, je vous dis, j'ai déjà vu jouer Armand Lorienté. Je parle de ce que je connais. Donc, Armand Lorienté, je connais à peu près le joueur. Très, très fort sur le coup de pied arrêté. Très, très grosse frappe de balle qui peut, pourquoi pas, ne pas hésiter à provoquer, comme un Luis Enrique. Donc, pourquoi pas avoir un Lorienté et un Luis Enrique qui seraient 2 profils différents. Après, Jonathan Rowe, s'il vient, eh ben, je verrai quand il sera chez nous pour voir si c'est un excellent joueur. Voilà, j'enchaîne sur un autre joueur, les amis. Mais avant de partir sur un autre joueur, je confirme pour Armand Lorienté. L'OM a bien formulé une première offre à Sassuolo pour recruter Armand Lorienté selon l'équipe. Il confirme l'information de Alfredo Pedula venant d'Italie. Donc, en France, on confirme l'information comme quoi l'OM a formulé une offre. Donc, eux, ils ne précisent pas le montant du côté de l'équipe, mais ils précisent qu'il y a une offre qui a été envoyée par l'OM du côté de Sassuolo. Voilà où nous en sommes. Ça a l'air d'être chaud des 2 côtés. Alors, peut-être du même domaine que Nketiah. Vous vous en souvenez, Nketiah, c'était notre plan A avant Eli Wahi. Voilà, on avait envoyé une offre pour Nketiah, ça ne se faisait pas. Donc, après, on est parti sur Wahi. Et après, Arsenal est revenu pour nous demander de reprendre Nketiah. Peut-être, avec Jonathan Rowe, on joue au même jeu. C'est-à-dire qu'on était sur Jonathan Rowe en premier. On va sur Lorienté en deuxième. Ça a l'air d'être le deuxième actuellement. Et après, on a Jonathan Rowe. Donc Norwich qui va revenir. Non, c'est bon. On baisse. Voilà, vous voulez combien? 12 millions la dernière fois? Ok, 13 millions et c'est bon. Peut-être que ça va revenir sur... Voilà, je refais le même scénario que la dernière fois. Hein. Souvenez-vous-en. J'ai pas tout le temps raison. Mais j'ai quand même une bonne intuition sur les choses comme ça. Après, je peux me tromper. Peut-être que ça sera Lorienté. Peut-être qu'il signera dans la journée. Peut-être que pendant la conférence de presse qu'on vivra tout à l'heure à partir de 11h30, il sera déjà Marseillais. Je pense pas, mais ça peut aller très vite.
Parce que n'oublions pas, il nous reste que même pas 2 semaines. Oui, 2 semaines pile. Tiens, on est le 16, c'est le 30 que ça s'arrête. Ça va très vite. Ça va très très vite. D'ailleurs, si on doit faire un petit résumé de ce mercato, on a recruté 9 recrues, 9 joueurs, dont 2 gardiens. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Il nous reste quoi comme joueur comme profil à prendre? Il nous reste un ailier. Je pense qu'on va en prendre un. Je pense, j'espère. Mais il y a un petit scénario dans lequel je ne vois pas qu'on prend un ailier. Je vais vous l'expliquer juste après. Ouais, parce qu'il se pourrait qu'on ne prenne pas d'ailier. Attention. Donc, pour l'instant, il nous manque un ailier, je vais dire. Il nous manque, pourquoi pas, un milieu de terrain. On en a parlé dernièrement aussi. Je pense qu'il nous en manque un en tant que quantité. Parce que pour l'instant, Roger n'est pas sûr qu'il revienne au haut niveau. Et Koné, on ne sait pas s'il va jouer plus haut ou plus bas. Et ça fait qu'il nous reste finalement Højbjerg et Kondogbia qui n'étaient pas censés rester là. Je ne parle pas des Unai et les autres joueurs qui sont écartés, Verretou et je sais pas quoi. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de joueurs au milieu. Il nous faudrait un milieu, un ailier gauche, si possible, qui soit polyvalent s'il veut. Et derrière, moi, je vais vous dire, je suis en train de me demander s'il ne nous manque vraiment pas un arrière gauche. Parce qu'on nous parle d'un arrière droit avec Sildia, je suis d'accord. Mais Sildia, pour l'instant, pourquoi faire? On a Murillo, on a Lirola, on a Meite qui peuvent jouer ce rôle-là. Pour l'instant, Sildia, c'est très loin encore. Je pense que s'il n'y a pas de vente du côté droit de notre défense, Sildia ne viendra pas. Ça, c'est mon avis. Côté gauche, on a Merlin. Ulysse Garcia s'entraîne avec les Pimpapoum, donc il ne reviendra pas. On a Quentin Merlin. Soglo ne veut pas prolonger. Il ne reviendra pas normalement. Si je ne me trompe pas, si on suit le scénario. Il nous reste Quentin Merlin. Côté gauche, arrière gauche, Quentin Merlin. Qui vous voyez d'autre? À part le jeune Koum qui a eu quelques minutes de jeu dans la prépa, mais qui ne reviendra peut-être pas. Je ne sais pas, en tout cas, je me lance comme ça. Mais il nous reste Quentin Merlin sur le côté gauche. Il y a Cornelius qui peut dépanner, Brassier qui peuvent dépanner, mais ce n'est pas vraiment le même profil. Est-ce qu'ils peuvent faire le même rôle hybride qu'un Quentin Merlin? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire le même rôle hybride? Moi, je demande à voir. Donc, je pense un ailier gauche, je repars, un milieu central et un arrière gauche, pourquoi pas, pour concurrencer Quentin Merlin, qui est à peu près le même profil. C'est-à-dire qu'il peut jouer arrière gauche et qui ait une qualité technique, pourquoi pas, pour recaler dans le milieu terrain, pour être un milieu presque meneur de jeu, relayeur. Vous voyez, comme Quentin Merlin. Il y avait un joueur qu'on suivait dernièrement, c'était De Kuiper, on n'en parle plus. Pourquoi pas un joueur de ce domaine-là, qui a l'air pas mal offensivement? Je ne connais pas tout le profil du joueur. Certains vont me dire, ouais, il est très fort ici là, parce qu'ils voient les stats. Non, si vous ne l'avez pas vu jouer, ne dites pas, il est fort ici et là. Il faut le voir jouer avant d'en parler. Si vous regardez que les stats comme moi sur Transfermarkt, pour les joueurs que je ne connais pas, je ne vais pas vous dire que je les connais. Ça, c'est pour ceux qui font les experts. Donc, il nous faut un arrière gauche, en plus d'un ailier gauche et un milieu. Moi, il me faudrait 3 recrues pour être à peu près satisfait. Voilà, satisfait dans la quantité. Voilà, dans la quantité, je ne parle pas de la qualité, on verra bien sur le terrain, mais dans la quantité, 3 joueurs encore. Après, si on part dans un autre style de scénario, comme je vais vous dire après, pour un non-ailier, on en aura 2. Si derrière, on remet dans l'effectif un Soglo ou pourquoi pas, un Luis Garcia, je vous dirais, il en faudra qu'un. Et si derrière, on remet un Verretou au milieu de terrain, je vous dirais, allez, en quantité, on a ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend des joueurs qu'on a écartés, bien sûr. Allez, on enchaîne, les amis. Excusez-moi, je suis assez long. Donc, Armand Lorienté, on y va. Il a 25 ans, exactement. Ailier gauche, 2 sélections, on s'en fout de ça. 2027, le contrat, 10 millions de valeur transfert. On l'a déjà vu. Il peut jouer ailier gauche, ailier droit. Il est surtout ailier gauche. Mais regardez ses stats. Il a été formé à Rennes, ça par contre, je ne m'en souvenais pas. Il a été formé à Rennes. Il avait acheté 10 millions du côté de Sassuolo. Regardez ses stats. Donc, cette saison, il a déjà joué un match. En Coupe d'Italie, il a marqué un but. Là, c'est déjà bien. Il commence bien la saison. Au moins, il est en forme. Derrière, on regarde la saison dernière, 40 matchs, 5 buts, 6 passes D. C'est quand même correct. Voilà, c'est quand même incorrect. C'est en Serie A. C'est pas en Liga B ou en Championships, n'est-ce pas? Championships, c'est moins fort que la Serie A pour ma part. Certains vont me dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Championships, les amis. Championships, ils mangent des chips. Donc, je continue. 2022-2023, regardez les stats, on les montre. Et il a toujours ailier gauche, toujours joué ailier gauche, à part dans sa jeunesse. Vous allez voir, je repars jusqu'à les années Lorient. 31 matchs, 8 buts, 7 passes D en Serie A. Voilà, et un peu en Ligue 1 où il avait fait 3 matchs, 1 but et une passe D. C'est quand même pas mal comme stat, je trouve. C'est quand même pas mal comme stat. Toujours en ailier gauche, un peu en ailier droit. Et l'année 2021-2022, par contre, là, les stats sont un peu baissés, je crois, si je ne me trompe pas. On regarde vite fait. Oui, elles ont un peu baissé. 6 buts, 2 passes D. Il était en Ligue 1. Voilà, donc c'était vraiment sa première très grosse saison, il me semble, avec Lorient, où il s'est fait un petit peu reconnaître de la Ligue 1 et finalement de la Serie A avec Sassuolo qui recrute. Par contre, là, il a joué un peu plus polyvalent. Regardez tous ces postes-là. Il a joué avant-centre 9 fois. Il a joué 5 fois à droite, 8 fois à gauche et 6 fois en soutien de l'attaquant. Donc, il était un peu plus polyvalent du côté de Lorient. Et c'est vraiment à Sassuolo qu'on l'a placé à gauche. C'est vraiment à Sassuolo qu'on l'a replacé sur le côté gauche. Ça, je ne l'avais pas remarqué. C'est en regardant les stats que j'ai remarqué ça. Si on revient en arrière, 2020-2021, là, il avait d'autres stats
en Ligue 1, c'est 29 matchs, 3 buts, 5 passés. Là, c'est sa première saison complète et on voit que c'était pas oufissime en termes de stats. Si on regarde que les stats, les amis, hein, je parle que des stats. Après, voilà, donc après c'était de la Ligue 2. On va pas regarder la Ligue 2 jusqu'au bout de sa vie. On va pas regarder quand il était dans le berceau non plus. Maintenant, on va regarder autre chose, les amis. Sa comparaison avec Luis Enrique. Alors, on l'a déjà vu peut-être, je ne sais pas en live, mais je vous le remonte dans la vidéo. Donc, on voit Carmen Lorienté étant rouge. Luis Enrique est en bleu. Vous vous dites, oh mais Luis Enrique est plus gros. Oui, Luis Enrique est plus gros dans le domaine du collectif, tout ce qui est à droite. Dans le domaine de tout ce qui est efficace et un petit peu jouer un petit peu pour marquer des buts, faire des passes ici et là, l'expected goals, on va dire, c'est Armand Lorienté. Tout à gauche et à droite, tous ces collectifs à base de passes, c'est Luis Enrique. Voilà, donc Luis Enrique, toujours plus collectif, vous le savez très bien, qui va hésiter plus à frapper au but qu'un Armand Lorienté. Il a moins de stats qu'un Armand Lorienté, ça c'est sûr. Luis Enrique n'a pas encore émergé en termes de stateurs, on va dire. Donc voilà la différence entre les deux. Et vous allez voir qu'avec la prochaine piste que je vais vous montrer, c'est la même chose, en un peu plus gonflé du côté de l'autre joueur. Parce qu'il est encore plus impressionnant, mais c'est un autre championnat, peut-être degré moindre. On y va, let's go? Allez, on y va, let's go. Allez, on y va, c'est lui. Vous en souvenez, je ne sais pas si vous en avez parlé en live, Kerem Aktürkoğlu. J'en ai parlé à certains en privé. L'OM s'intéresserait actuellement à Kerem Aktürkoğlu selon un journaliste turc. Alors attention, que ce soit turc, italien, anglais, insiders français ou je sais pas quoi, compte de merde à la Marseillaise qui se la joue style moi je suis un informateur et tout, alors qu'ils nous disent que Sanchez arrive deux fois d'affilée, 2 années consécutives alors qu'il n'est pas là. Il est où Sanchez? Je le rappelle, hein, tu me regardes? Eh ben il n'est pas là Sanchez. Voilà, c'est pour lui, pour ceux qui me bloquent à chaque fois. Je parle un truc, je dis une critique argumentée, et ben malheureusement on me bloque. Bon c'est pas grave. Donc je reviens sur Kerem Aktürkoğlu. À prendre avec d'énormes pincettes de crabe. Je ne les ai pas mis là, mais je les prends, je vous les fais là devant vous. L'OM s'intéresserait donc à lui, Kerem Aktürkoğlu. C'est un ailier gauche pur, un droitier, on va en parler. Il joue à Galatasaray. Il y a Nottingham Forest qui est intéressé, il y a le Real Sociedad qui est intéressé, la Lazio encore une fois qui nous sniffe un petit peu le cucu comme les Lyonnais, et les Lillois aussi qui nous sniffent un petit peu le cucu. Il y en a 2-3 clubs qui... Ils aiment bien le cucu de l'OM, hein, j'ai l'impression. Sont également intéressés par le joueur de 25 ans. Valeur transfermarkt de 15 millions d'euros. On va regarder sur son transfermarkt justement pour les stats, pour la valeur, pour le profil. Et après, on comparera à Luis Enrique. Allez, on y va. D'abord, on y va. Donc, Kerem Aktürkoğlu, il est turc de son nom. Né en 1998, il aura 26 ans en octobre. 1m73, c'est un petit gabarit ailier gauche. 34 sélections, 6 buts avec la Turquie. Donc, c'est un joueur qui a vraiment de l'expérience en termes international. Même en Coupe d'Europe, vous allez voir. Galatasaray, 2026, le contrat. Il lui reste que 2 ans de contrat. C'est pas énorme. 15 millions de valeur. C'est un peu plus élevé que l'orienté. Donc, je pense que ça peut être plus difficile à recruter. On descend. Si, bien sûr, c'est une info concrète. Hein. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y a un fake, il y a quelqu'un qui l'a démenti, cette information-là. J'ai cherché à droite à gauche, je n'ai pas vu quelqu'un démentir. Donc, on verra. Si quelqu'un me dit « Ouais, ça a été démenti, qu'est-ce que tu racontes ?» Eh bien, c'est pas grave si c'est démenti. Je vous l'ai montré, on ne sait jamais. Il y en a certains qui disent « Je dément ci, je dément là », et derrière, l'information remonte et elle est faite. Comment ça se fait? Ah, mais derrière, il ne dit pas « Ah bah, je savais que ce n'était pas à démentir ». Mais c'est trop tard, tu l'as démenti, Coco. Donc là, je vous le dis, je vous le balance, l'information, ça vient de la Turquie. Il est droitier, comme je reviens, 2026, le contrat à ailier gauche et ailier droit parfois. Deuxième attaquant, il a un petit peu le même profil que l'orienté. Il est assez polyvalent, un peu du même profil en termes de physique. Un peu plus petit, je crois que l'orienté faisait 1m77, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, alors attendez, on revient sur sa fiche. Il faisait 1m71. Ah non, il est encore plus petit, l'orienté, je le voyais plus grand. Donc l'orienté, c'est le même profil à peu près de joueur. Voilà, 1m71, 1m73. En termes de profil dynamique, sur les premiers pas, c'est assez rapide en accélération. Vitesse, c'est assez rapide du côté de l'orienté. Je me rappelle, il allait très vite du côté de l'Orient. Aktürkoğlu, je ne suis pas sûr. Techniquement, c'est pas mal. Moi, j'ai vu quelques matchs de lui, mais je m'en souviens pas vraiment. Je ne peux pas vous le détailler à 100%. Donc, je ne vais pas partir sur un détail d'analyse. Mais ce que je vais vous détailler maintenant, c'est mon avis personnel. Donc, il y a un problème dans Aktürkoğlu, c'est qu'il a joué que en Turquie. Là, j'ai des petits problèmes sur les joueurs comme ça qui ne connaissent pas d'autres clubs. Je ne vous parle pas de Under qui connaissait l'Italie, qui connaissait l'Angleterre, qui avait quand même vadrouillé en Europe. Il était turc, oui. Il arrivait à peu près à le même âge, 25 ans, je crois, à l'OM, je crois, un truc comme ça. Lui, il n'a pas connu un autre pays que la Turquie. Donc, je ne dis pas qu'il mange que des kebabs. Je ne sais pas, j'avais ça en tête, désolé. Je ne dis pas qu'il mange que des kebabs, mais non. C'est juste qu'il connaît que la Turquie. Donc là, il y a un domaine de perdre ses repères, du confort de sa carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Pas comme Luis Enrique qui était jeune quand il arrivait, mais un Vitinha par exemple, il arrive à 23 ans, c'est pas si jeune que ça, 23 ans. Il a perdu ses repères en partant du Portugal, il n'a pas réussi. Là, il n'a pas commencé à émerger dans l'Europe, il n'y arrive pas.
Peut-être qu'il va retourner au Portugal, il y arrivera du côté du Portugal. C'est peut-être des joueurs de leur pays. Vous voyez ce que je veux dire? Vitinha était un joueur au Portugal qui avait l'air d'émerger. Il est arrivé en France, à Marseille, il s'est viandé. Il va en Italie, pour l'instant, c'est pas terrible. Alors, Artukoglou, est-ce qu'on ne serait pas dans ce domaine-là? Peut-être. Voilà, c'est pas le même profil. Hein. Je ne dis pas que c'est un attaquant. Je dis juste point de vue, profil de joueur humain, accepter de partir du pays, de quitter sa famille, de perdre ses chiens, pourquoi pas sa grand-mère en Turquie, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de s'éloigner un petit peu de son confort. Voilà, je pense qu'il y a peut-être ce domaine-là que ça peut être un point noir, si bien sûr on est vraiment sur ce joueur. Allez, maintenant partons sur ses années, son année dernière. 15 buts, 9 passes décisives. Je vous ai dit, en stats, c'est énorme quand même. Hein. 54 matchs. Il a joué en Champions League, il a joué en Europa League. Il a des stats à peu près partout. Derrière, si vous montez dans les saisons d'avant, vous voyez qu'il est ailier gauche, un peu comme l'orienté. Ailier gauche, un peu deuxième attaquant, un peu d'ailier droit. Pratiquement pareil. On regarde les saisons d'avant. Là, je suis toujours sur la même saison. Oui, je suis toujours sur la même saison, pardon. Sur la saison d'avant. 38 matchs, 10 buts, 14 passes décisives. C'est assez énorme comme stat. Hein. Il a joué par contre que de la Turquie, pas de Coupe d'Europe. Mais c'est quand même assez énorme. Après le championnat turc, vous allez me dire dans le chat, ceux qui regardent vraiment, dans le commentaire, pardon, ceux qui regardent vraiment le championnat turc, dites-moi par rapport à la Ligue 1, si c'est vraiment beaucoup plus faible ou pas. Allez, donnez-moi votre avis, ceux qui connaissent vraiment le championnat turc. Moi, je connais quelques clubs turcs, quand ils jouent contre nous, c'est assez compliqué, avec l'ambiance dans leur stade, Fenerbahçe, Beşiktaş ou Galatasaray, par exemple, mais je ne connais pas vraiment le niveau du championnat. Dites-moi, pour ceux qui suivent vraiment le championnat turc, si par rapport au championnat de Ligue 1, c'est vraiment en dessous. Voilà, vous pouvez le comparer par exemple au championnat de Belgique ou au championnat suisse, j'en sais rien moi, dites-moi. Donc 10 buts, 14 passes décisives, la saison d'avant. On descend encore un peu, voilà, on ne va pas descendre jusqu'à 150 000 ans, mais juste pour vous montrer qu'il a quand même des stats. Il y a cette année-là, en 2020-2021, où c'était pas si ouf que ça, mais quand même 6 buts en 29 matchs, il n'a pas joué énorme, il a joué que 900 minutes, c'est pas énorme, il a peut-être eu des blessures peut-être. Alors ça, j'ai pas regardé, j'ai regardé du côté de l'orienté, il n'y a pas de blessures, non, il n'y a pas beaucoup de blessures, non, il n'a rien manqué pratiquement, c'est pas un joueur qui se blesse souvent. Donc je reviens. Donc là, il n'a pas beaucoup marqué, mais il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Peut-être qu'il a eu un souci, peut-être qu'il n'avait pas été bon, tout simplement. 2019-2020, est-ce qu'il a plus joué? On regarde vite fait. Et après, on partira sur la comparaison. Il a plus joué 34 matchs, 20 buts et une passe décisive. Par contre, le niveau, c'était pas en Super Ligue de Turquie. Donc, on va arrêter là. Je pense que c'était peut-être en jeune. Là, à cette époque-là, en 2019-2020, il y a 5 ans, il avait à peine 21 ans, 20-21 ans. Donc, il était peut-être en jeune. Et c'est peut-être pour ça qu'il avait éclaté tout en jeune. Et il était que ailier gauche. Donc, ces 3 joueurs. Maintenant, vous allez me choisir les 3 joueurs, les amis. Et je vais comparer d'abord Kerem Aktürkoğlu à Luis Enrique. Vous voyez que la comparaison, c'est à peu près comme tout à l'heure. Je vous ai dit, tout ce qui est à gauche, c'est tout ce qui est dans les statistiques, l'efficacité, tout ce qui est tentative de passe, de tir, de but, et tout ce qui réussit, eh ben, c'est côté gauche. Sauf les passes décisives où il n'y est pas dessus. Par contre, là, c'est particulier. Aktürkoğlu, moins efficace ou autant moins efficace qu'un Luis Enrique. Sinon, dans l'autre domaine, tout ce qui est collectif, les passes à l'adversaire, les touches de balle, les passes reçues, les passes progressives, donc c'est-à-dire les passes qui vont vers l'avant, les passes progressives reçues, c'est lui qui fait une course pour recevoir un ballon, ou les passes en centrant dans la surface de réparation, c'est Luis Enrique qui est devant. Tout le reste, passe clé, passe en profondeur, expected goals par la passe, expected goals par le tir, expected goals des buts assistés sans penalty, tout est l'avantage de Kerem. Voilà, je vais l'appeler Kerem parce que ça va plus vite. Voilà, du côté de Kerem face à Luis Enrique et du côté de Kerem face à Armand Lorienté. Vous voyez que c'est différent aussi. Alors vous dites, mais Lorienté il est nul finalement. Non, Lorienté, il est meilleur dans certains domaines qu'un Luis Enrique, mais il est moins fort qu'un Luis Enrique dans le domaine collectif, mais il est moins fort qu'un domaine de l'efficacité d'un Kerem Aktürkoğlu. On a vu les stats, par rapport aux stats, on a vu qu'il y avait une grosse différence. Mais comme je vous l'ai dit, Serie A, championnat Turquie, il y a une différence. Moi, je pense que la Serie A est quand même beaucoup plus élevée. Voilà, il y a au moins 1 ou 2 paliers à monter. Voilà, donc Kerem Aktürkoğlu, si on le met en Serie A, est-ce qu'il aurait les mêmes stats qu'un Armand Lorienté? Je ne suis pas sûr. Donnez-moi votre avis et je vous demande maintenant lequel vous choisissez entre les 3. Jérémy Rowe, j'allais dire. Jonathan Rowe, Armand Lorienté ou Kerem Aktürkoğlu. Allez, on enchaîne les amis. Je vous avais dit une demi-heure. Merde, on a passé la demi-heure. Putain, j'ai été trop long. Amin Harit et Azdin Ounahi sont tous les deux sur la liste des transferts. Concernant Amin Harit, un départ contenterait tout le monde. L'OM pourrait récupérer une belle somme de 15 millions d'euros par rapport à Transfermarkt. Voilà, donc c'est Transfermarkt, l'évaluation, mais pas une belle somme de 15 millions. C'est plutôt une belle somme, 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Aucun intérêt concret actuellement pour Amin Harit. Là, on précise sur Amin Harit. Pour Azdin Ounahi, on le sait qu'il y a des intérêts du côté de l'Arabie Saoudite et ci et là, mais pour l'instant, bah, il est toujours là. Ils sont toujours là les deux. Voilà les amis. Et ça vient en lien de ce que je vous ai dit. Les ailiers. Le domaine des ailiers.
Est-ce qu'on ne va pas partir sans prendre un ailier? Alors, je vous pose la question. On a vu et entendu qu'Amin ne convenait guère à Roberto De Zerbi. On l'a entendu plein de fois. Vous êtes d'accord avec moi? Dans son entretien paru dans l'équipe, par contre, hier, ce que je vous ai lu, ce que je vous ai détaillé, analysé, Roberto De Zerbi nous avance une possibilité de le placer en ailier. Vous vous en souvenez? Je vous ai dit, ah, il n'y a pas Harit, et après je l'ai vu, tiens, ah si, il le met en ailier, pourquoi pas? Il a mis dans ses idées d'ailier. C'est-à-dire qu'il pense, pourquoi pas, l'incruster dans l'effectif. C'est ce que je me dis, dans ma tête, c'est une analyse. C'est pas vraiment du concret parce que peut-être que Roberto De Zerbi se dit au cas où, je vais dire ça, voilà, c'est au cas où vraiment qu'on ne recrute pas d'ailier. Mais si on recrute un ailier, je pense qu'Amin Harit pourrait partir directement. Là, imaginons, on n'arrive pas, ça traîne, il nous reste que même pas 2 semaines comme je vous l'ai dit. Pourquoi pas un Amin Harit qui resterait et serait probablement peut-être ailier gauche. Attention à ce domaine-là. Ne craignez-vous pas l'abandon sur le dossier recherche ailier gauche. C'est la question que j'ai posée. Il y en a certains qui disent non, il n'est pas assez rapide, il n'est pas si là. Blablabla. Oh, arrêtez de faire les experts. Il a déjà joué ailier gauche plusieurs fois l'année dernière ici et là. Il a été pas terrible, certes. Mais derrière, c'est De Zerbi qui choisira. S'il le voit ailier gauche, c'est lui qui l'a dit hier. C'est pas moi. Moi, je dis rien. Moi, je dis pas qu'il faut le mettre ailier gauche. Moi, ce que je dis, c'est derrière l'attaquant, dans l'axe. Après, il faut lui mettre dans la tête qu'il faut jouer plus vite. Ça, je suis d'accord. Mais ailier gauche, c'est De Zerbi qui l'a dit du côté de l'équipe. Voilà, c'est pas moi. Je me mouille pas. C'est De Zerbi. Voilà. Donc, on en est là. N'hésitez pas à me dire si j'ai raison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y aurait pas d'ailier qui arriverait. Pourquoi pas? C'est pas sûr encore. Allez, je termine maintenant par un petit trade que je vous ai fait entre l'amitié de De Zerbi et Guardiola. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous pouvez couper la vidéo. Cette fois, il n'y a pas d'information mercato qui va arriver derrière. On va juste rafraîchir la page pour voir s'il y a autre chose. Je vous avais dit une demi-heure, mais finalement, on va faire 40 minutes plutôt. Je suis désolé. C'est pas 1 heure, mais c'est 40 minutes. Voilà, c'est pas très long quand même. Voilà, pour ceux qui se plaignent de la longueur, hein, voilà, vous n'avez qu'à pas regarder. Allez, je continue. Amitié De Zerbi, Guardiola, le nouvel entraîneur olympien et le meilleur technicien du monde, en parlant de Guardiola, qui officie à Manchester City, s'admirent mutuellement. Ils sont aussi devenus proches ces dernières années avec toujours le terrain au cœur de leurs discussions. Vous savez très bien ça, ce truc-là. Mais derrière, il nous précise plusieurs choses, la Provence. C'est plutôt intéressant comment je l'ai monté, ce petit trade. Je vais le mettre comme ça c'est plus simple. Je descends. Voilà. Alors, Pep, sur Roberto De Zerbi, qui nous parle de Roberto De Zerbi. Je suis sûr qu'il est l'un des managers les plus influents des 20 dernières années. Son équipe est comme un restaurant 3 étoiles qui change complètement la façon de percevoir la cuisine. Lui réalise la même chose dans le foot. C'est unique. Voilà, comme il dit dans son message en dessous, c'est la vidéo de ce qu'il dit là pratiquement. Voilà, donc il n'en passe pas moins. J'enchaîne. Allez, j'enchaîne. Pam. Son ancien entraîneur qui parle de lui. Pascal Marino, son ancien coach, qui est devenu un proche. Alors, je vais vous le mettre en gros, comme ça vous le voyez. Pascal Marino, son ancien coach, qui est devenu un proche de Roberto De Zerbi, nous parle de lui. Roberto pense toujours au jeu. Selon lui, le résultat n'arrive qu'à travers lui, c'est-à-dire avec le jeu. C'est qu'avec le jeu qu'on aura le résultat. Il l'a dit dans la réponse on lui a posé la question. Est-ce que vous pensez qu'avec le jeu, vous allez avoir les résultats ou alors vous aurez des résultats sans avoir le jeu? Il a dit non, ça sera avec le jeu qu'on normalement on a les résultats. Et moi, je ne vois ça que par ça. C'est ce qu'il avait dit, plus ou moins sur l'équipe. J'ai pas les bons mots, mais il avait dit ça. Et il a bien compris que si tu te focalises uniquement sur l'adversaire, ça peut bien se passer 1 fois, 2 fois, 5 fois. Il va aller jusqu'à combien? Mais sur le long terme, il faut avoir un jeu protagoniste. Jeu protagoniste, ça veut dire dominateur, maître du jeu. C'est nous qu'on maîtrise le jeu. On ne laisse pas la maîtrise du jeu à l'adversaire. Comme on a fait face à Augsbourg, comme on a fait face à Sunderland, sauf en deuxième mi-temps, on a eu un peu de mal, mais c'est avec le physique qu'on a pêché un petit peu. Comme face à Augsbourg. En deuxième mi-temps, physiquement, on flanchait un petit peu. Certes, on a eu beaucoup d'occasions, mais on a quand même concédé des occasions aussi. Comme Pep, qui impose sa dictature sur le jeu depuis 15 ans, de Barcelone à City, en passant par le Bayern Munich. Marino continue. De Zerbi ne s'adapte pas à l'équipe d'en face, il nous dit. Pour défendre, mais pour attaquer, pour sortir du pressing adverse, pour piquer ses points faibles. En cela, il s'identifie au style Guardiola. Il n'en est pas une copie, ce sont ses propres opinions qui le portent. Et oui, c'est ses opinions à De Zerbi. Il n'a pas besoin de Guardiola pour avoir ces idées-là. C'est comme moi, quand j'analyse quelque chose, j'ai pas besoin qu'on me le dise. J'analyse tout seul, je suis assez grand. Allez, j'enchaîne avec autre chose. Donc Marino qui nous parle encore de lui. Il est intelligent, méticuleux, pas dogmatique. C'est le contraire de pragmatique. Voilà, dogmatique, c'est d'avoir le résultat quoi qu'il en coûte. Un peu comme Deschamps. Vous voyez, Deschamps, il est un peu dogmatique, c'est-à-dire qu'il a un jeu parfois dégueulasse, parfois plaisant. C'est jamais par le jeu qui est le plus important pour lui pour avoir le résultat. Même si ça joue mal, qu'on a le résultat, peu importe, on a gagné.
Comme face à la Belgique en Coupe du Monde 2018, par exemple. C'était pas terrible le jeu de l'équipe de France, je crois, il me semble bien. On a joué en contre, ici et là. Mais derrière, on a le résultat. Ça, c'est dogmatique. Ça, c'est dogmatique. Pragmatique, c'est le contraire. C'est Bielsa, c'est Sampaoli, c'est De Zerbi. C'est des coachs qui veulent être maîtres du jeu, dominateurs, avoir pourquoi pas. Là, on parle de possession, on va en parler, je ne sais pas si on en reparle, je crois que oui. Mais la possession de balle, pourquoi pas pour dominer par la possession ou dominer par le placement, par les déplacements, par-ci, par-là. Vous voyez ce que je veux dire? Le précepte de jeu, c'est la domination et la maîtrise du jeu. Là, le contraire, c'est dogmatique. Voilà, dogmatique, c'est le résultat. Il peut verticaliser, faire tourner derrière. Il n'y a aucun souci à changer d'idée ou de système en cours de saison. L'insertion, là c'est très important, écoutez bien. L'insertion d'un latéral au milieu de terrain est un des préceptes que Guardiola popularisé au Bayern. Je continue. Au Bayern avec Kimmich, Lam à City. Kimmich et Lam au Bayern. À City, avec City, il avait Walker, Cancelo et Zinchenko qui repiquaient dans l'axe. Un peu comme Merlin. Roberto De Zerbi a travaillé toute la préparation avec un Quentin Merlin, arrière gauche, sans ballon et milieu axial, voire meneur de jeu avec le ballon. Vous voyez comme sur la photo là. Donc là, on voit Guardiola qui donne des consignes à Kimmich et derrière, on voit Quentin Merlin qui repique dans l'axe pour aller au milieu du jeu. Voilà, je continue. Et il nous dit quoi? L'avantage devient numérique. C'est Pep qui nous parle là. L'avantage devient numérique et Pep nous l'explique. J'ai eu cette idée. En Allemagne, voilà, c'est Pep Guardiola, reconnaissez le petit chauve. En Allemagne, parce qu'à la perte du ballon, les adversaires te tuaient en contre-attaque. Si tes latéraux prenaient la largeur. Et oui, parce que si on a on joue à 4 derrière, par exemple. Je vous explique. On joue à 4 derrière, on a 2 défenseurs centraux. Les milieux de terrain, imaginez-vous, ils s'écartent. Ça fait que le milieu, on aura moins de monde et on se fait percer un petit peu en contre. C'est ce qui veut dire. Si on a plus de monde au cœur du jeu, on pourrait être plus dense et moins faire passer les contres. C'est ce qui veut dire du côté de ce qu'il dit là. Vous comprenez? Donc je continue. En jouant ainsi, tu as plus le contrôle à la perte, mais la raison principale est qu'avec cette façon de faire, je continue, tu as 5, 4, 5, 6 joueurs dans l'axe pour faire circuler le ballon, faire des passes, et donc défendre en ayant le ballon. Vous voyez que Guardiola, lui aussi, parle d'avoir le ballon. Hein, celui qui me faisait chier avec ton message. Tu ne faisais pas chier méchamment, mais juste tu m'avais repris 2-3 fois, tu m'avais dit je t'enverrai, si je t'enverrai, j'attends toujours ton enregistrement, je sais pas quoi. Regarde, là c'est Guardiola qui parle. Guardiola, tu m'avais dit Guardiola, mais regarde, il aime avoir le ballon. Comme l'a indiqué Roberto De Zerbi dans son entretien pour l'équipe, je veux garder le ballon plus que l'adversaire, commander le jeu. C'est ce que je vous ai relayé hier. Commander le jeu. On peut le faire avec ou sans la balle, mais c'est plus facile avec. Je veux chercher à avoir une équipe protagoniste sur le terrain. Je peux dire que je suis moins dans la verticalité et le jeu direct que Tudor. Voilà, il est là et Tudor, il est là. On continue, c'est pas terminé. Je préfère un jeu de possession orienté sur la gestion des temps forts et le contrôle du ballon, nous dit Roberto. Une approche très guardiolesque pour Roberto De Zerbi qui s'est aussi rapproché du maître en dehors des terrains après le déclenchement de l'invasion en Ukraine. Il y a eu la guerre qui s'est passée quand il était en Ukraine, Roberto De Zerbi. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rapproché, Guardiola, de lui. Vous allez voir comment ils se sont rapprochés. Il est rentré du côté de l'Italie, pardon. Alors, entraîneur de Shakhtar, l'Italien rentre à Brescia et en profite pour rendre visite à l'Espagnol à Manchester pendant plusieurs jours en compagnie aussi de Daniele De Rossi, je vous ai mis la photo, et Alexander Kolarov, ancien latéral gauche, si je m'en souviens bien, ou défenseur central. Les liens se resserrent. Les liens se resserrent et il se passe quoi? Roberto De Zerbi nous dit « Il m'a aidé alors que je n'étais personne pour lui », en parlant de Guardiola. On n'a jamais joué ensemble, je n'ai entraîné aucune grande équipe, on a juste un ami en commun, dans l'émission de Christian Vieri sur YouTube, Pobo TV. C'est ce qu'il nous dit du côté de l'émission de Christian Vieri. C'était quoi comme poste, Christian Vieri, pour ceux qui connaissent les années 2000-90? Et lui, il m'a donné du temps, m'a accueilli avec une telle générosité. Je continue. Au moment de s'engager avec Brighton, le premier appel que De Zerbi prend est celui de Guardiola. Depuis, les tacticiens se téléphonent à intervalles réguliers, notamment pendant les matchs qu'ils consomment dès qu'ils peuvent, pour confronter leur idée et leur point de vue. Donc, ils regardent un match d'un côté et de l'autre, ils s'appellent, ils se mangent les pop-corn en même temps. Ouais, ça va, Pep? Ouais, tu manges quoi? Des pop-corn salés ou sucrés? Ouais, caramel. Donc, ils mangent leur pop-corn comme ça, au téléphone, et ils regardent le match en même temps. À un moment donné, ils font pause, à la mi-temps peut-être, ils se disent, bon, moi, à la première mi-temps, je trouve que là, il y avait ceci, là, il y avait cela. Et l'autre, il dit, non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Il y avait ceci et il y avait cela. Mais c'est pas pareil. C'est pareil, il me dit l'autre. Non, mais si, c'est pareil. Non, bon, ouais, je vais pas m'en mêler le passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur soirée tactique. Derrière, on continue dans une salle à part d'un restaurant branché. Vous l'avez vu, cette information-là, je vous l'avais relayée déjà. La très longue discussion autour d'un repas, autour de gamme
haut de gamme, pardon, aurait été interminable pour qui ne maîtrise pas les concepts de joueurs libres, de jeu de position, de troisième homme, de trigonométrie appliquée et de système hybride. Trigonométrie, ça veut dire 3 positions, je crois. Si je ne me trompe pas, 3. Voilà, et système hybride, c'est ce qu'on parlait juste avant. Je devrais être coach, finalement. Et je continue, et je termine, les amis, par ce trade qui se termine en douceur dans le Vélodrome avec 2 Hermine à côté en couleur, un petit halo blanc de l'OM, le maillot blanc, et le halo bleu de City, mais pourquoi pas inversé dans pas longtemps. Écoutez, désormais l'estime professionnelle s'est déplacée sur le plan personnel et nul doute que Pep Guardiola regardera d'un œil avisé quelques matchs de Ligue 1 cette saison en tant que premier supporter de son ami Robbie et par extension de l'OM. Il va devenir supporter de l'OM, je parle de Guardiola, et dans 3 ans, quand le projet de Zerbi sera terminé, qu'il aura bien mis en place, qu'on aura gagné 2-3 trophées, Guardiola arrivera et on gagnera la Ligue des Champions directement. Allez, c'est le plan, c'est le scénario de notre projet sur 5 ans. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. On va regarder, on va rafraîchir la page. Je pense que je suis parti un peu dans n'importe quoi à la fin. Il n'y avait pas de mercato, je vous ai dit, pas grand chose. Mais il faut construire des vidéos comme ça. C'est comme ça qu'on construit la chaîne. Parce que si j'en fais pas, bah, vous n'êtes pas là, les amis. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors je regarde vite fait les informations, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, Guardiola, tiens, on en parlait. On va regarder chez Fabrizio s'il a mis quelque chose. Fabrizio, tac, on ne sait jamais. On ne sait jamais parce que des fois, dans la nuit, ça peut tomber. Voilà, ça peut tomber. Il y a 2 heures, par exemple, Désiré Doué qui va du côté de Paris. Non, c'est quoi ça? Bon, on s'en fout, on regarde pas, mais il parle de Cherki aussi à Paris. Tac, 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 tac. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, rien, rien. Rien. Alors attendez, j'ai mis 2-3 trucs après. Ocampos, voilà, je le veux toujours. Alors attendez, Arthur Colou. Non mais Ocampos, je le voudrais toujours, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis toujours têtu sur ce dossier-là, obtus. Je voudrais, pourquoi pas, Ocampos pour un retour. Il nous apporterait beaucoup de choses, que ce soit expérience, joueur qualité, joueur sur le profil. Ça serait intéressant. Dans tous les domaines, ça pourrait être un leader de vestiaire. Pourquoi pas? Il a de l'expérience, il pourrait nous amener quelque chose pour les jeunes, pour les encadrer. Il parle en plus d'une langue latine. Il pourrait parler à tous ceux qui parlent cette langue-là, comme les Carboni, comme les Rouli, comme les autres joueurs à côté. Donc c'est très très important d'avoir un style de joueur de ce domaine-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à répondre pour Ocampos sur la fin. Voilà les amis, je pense qu'on a terminado cacao. On se retrouve tout à l'heure vers 11h30. Vers 11h30. Hein. Là, je vais aller me coucher. Il est 4h du mat. Je vais dormir 6h30, 7h. C'est bon, ça me suffit. Et on se retrouve. Donc, regardez bien. Si je dors 6h30, 7h, 7h, ça me fera 11h, je me réveille. 11h30, je suis avec vous. Donc, ça va être les yeux collés. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, les amis. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis en vacances, je suis en congé. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Allez, les amis, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous ai déjà mis l'alerte? Je sais plus. Je vous la remets, c'est pas grave. Allez, le petit abonnement, le petit like, le petit partage, la cloche. Je bois un petit coup. Oh, j'avais soif. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure à 11h30 sur Twitch. Vive le foot chez Sabach Foot. Et surtout, allez l'OM. Ah, j'avais dit, putain, 45 minutes, je suis trop long. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Ciao, ciao, ciao.